La saison 1 de His Dark Materials rend enfin son verdict lors des épisodes 7 et 8 qui nous offrent un final absolument époustouflant. Alors je ne tarie pas d'éloges sur ces derniers épisodes parce qu'ils m'ont vraiment plu du début à la fin, et je dois même dire que c'est peut-être à ce jour les épisodes qui m'ont le plus intéressé et qui m'ont peut-être le plus alpagué si je puis dire, parce que cette série offre une montée en puissance au fur et à mesure des épisodes. Fidèle à elle-même sur le point de vue de la réalisation, la série est absolument éblouissante, rien à dire là aussi, que ce soit sur les effets spéciaux, la musique, les décors, les costumes, ça vient confirmer effectivement ce qu'on disait jusque là dans les reviews précédentes. La série a d'énormes qualités visuelles et les deux derniers épisodes ne font que valider tout ce que j'ai dit jusque là. Cette fois-ci j'ai envie de faire une analyse plutôt par thème que de prendre chaque moment des épisodes et de les résumer, mais ne vous en faites pas, je vais essayer quand même d'aborder la globalité des épisodes, toujours bien entendu avec mon regard de néophyte, car comme vous le savez si bien, je n'ai toujours pas lu les livres, mais ce sera chose faite pour la saison 2 avec, je l'espère, la lecture de cette trilogie qui m'attire vraiment beaucoup. Dans l'épisode 7, on assiste à un petit peu, si on peut dire, le final de la quête de Lord Boréal, où l'intrigue va prendre un tout autre sens puisque ce dernier va aller vraiment au devant de la famille et il va aller, si je puis dire, rencontrer directement la mère et lui exposer clairement ses intentions. Il veut retrouver les lettres ou avoir peut-être des indices encore plus précis sur la position de son époux. Il lui laisse même supposer que ce dernier serait sans doute en vie, or comme vous me l'avez bien indiqué, ce n'est plus le cas puisque la tête ramenée par Lord Asriel dès l'épisode 1 était bel et bien la tête du père de l'enfant. Donc c'est une quête un peu vouée à l'échec, mais pas tant que ça parce que la quête a quand même un sens. On sent que Lord Boréal veut plus que retrouver ce personnage qui est décédé, il va aller au-delà et il veut comprendre comment ce dernier est passé dans l'autre sens et comment il a pu un petit peu, si je puis dire, voyager entre les mondes différents à travers peut-être d'autres portails ou des ouvertures. Donc il y a quelque chose qui se met en place à mon sens dans cette histoire. Alors c'est des théories que je viens de vous énoncer, je n'ai pas encore lu les livres, je n'ai pas la réponse, mais je pense vraiment que Lord Boréal a une idée derrière la tête et qu'il a envie peut-être de voyager dans tous les mondes différents pour voir comment il pourrait se les approprier et comment il voudrait utiliser cet avantage pour peut-être revenir au Magisterium en tant qu'homme fort ou au contraire renverser le Magisterium. Là aussi, supposition et théorie, mais je trouve que c'est très intéressant de montrer cette histoire alors que vous m'avez bien précisé qu'elle n'était pas présente dans le livre 1, car ça permet d'introduire directement et de casser le mythe, notamment avec les mondes parallèles, en montrant réellement que les mondes parallèles existent et que ce n'est pas juste une fantaisie, et qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt et vivre réellement intensément, si je puis dire. Donc effectivement, cette histoire autour de Lord Boréal et de cette famille, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas tous les éléments jusque-là qui nous permettent de comprendre tous les objectifs et prérogatives des personnages, mais j'ai quand même envie de me dire que cette histoire est importante et j'ai l'impression qu'il y a une espèce un peu de parallèle qui se passe entre l'histoire de Lyra d'un côté qui est une fille et l'histoire de ce garçon, parce que c'est un petit peu comme si on avait le miroir, si vous voulez, qui se représente avec les démons. C'est-à-dire que Lyra est une fille et qu'elle a son démon Pan du sexe opposé, et peut-être que éventuellement le garçon, lorsqu'il va traverser de l'autre côté, il va peut-être avoir un démon qui va se créer et ça sera une fille. On sait pas trop là aussi et je dois dire que cette histoire de monde parallèle, ça me pose beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses, mais je me doute bien qu'on aura notre lot de réponses par la suite parce que c'est impossible de nous laisser sur un tel cliffhanger et sur une telle question qui demeure sans réponse, et je vous avoue que je suis très impatient de savoir quel est le dénouement final de cette intrigue autour de Lord Boréal. Et en tout cas là aussi ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu cette histoire de destinée qui se dessine, c'est-à-dire que le garçon va un petit peu prendre son destin en main, il va confier sa mère à son professeur de sport et il va éviter par la suite de rencontrer des personnages, de donner trop d'informations sur lui. Ça donne un côté un petit peu personnage qui veut se cacher et qui fait son histoire de son côté, en parallèle un peu de Lyra lors de l'épisode 3 lorsqu'elle a fui la maison de Mrs. Coulter. C'est un peu le même cas de figure et je trouve qu'il y a pas mal de parallèles très intéressants entre les deux personnages qui forcément, j'en suis sûr, risquent peut-être de se rencontrer ou alors vont continuer à faire leur histoire parallèlement l'un de l'autre. Il y a quelque chose vraiment qui se passe entre ces deux enfants et si on l'a introduit si tôt dans l'histoire, c'est pour une raison, c'est pour nous montrer effectivement que les parallèles sont là et que pour moi ils risquent de s'amplifier par la suite de l'histoire. Et les intrigues dans les royaumes du Nord se découpent en deux parties. On a une première partie autour, si je puis dire, de la quête de Iorek Burnison pour son trône, avec Lyra qui est récupérée par un soldat ours
ours en armure et qui va être amené devant Ragnarsson, le roi usurpateur. Ça nous permet de voir un petit peu comment s'organise la société, si on peut dire, des ours, et c'est pas plus mal de nous montrer un lieu assez malsain, assez teinté au niveau des couleurs. Il y a pas mal de choses qui ressortent de ce moment, et j'ai beaucoup apprécié le fait que ça soit assez adulte. Alors dans le film, je me rappelle un petit peu que dans l'adaptation du film, c'était un peu plus soft, c'était beaucoup moins violent, si je puis dire, visuellement, et là on arrive, il y a des taches de sang partout, on a l'impression que le palais est à moitié rouillé, qu'il est souillé même, si on peut dire, et c'est vraiment un très très beau contraste avec la neige blanche. Donc il y a vraiment toute une atmosphère malsaine qui ressort de cette séquence dans le palais de Iorek qui a été récupéré par l'usurpateur. Et justement, je trouve ça très intéressant de montrer l'ours Iofur Ragnarsson avec une espèce de lèvre pendante là, comme s'il faisait un peu bêta, comme s'il s'était pris un coup de tête ou qu'il était un peu dérangé du cerveau. Et c'était assez intéressant de montrer que ce personnage était physiquement un petit peu déformé. Ça montrait aussi que sa détermination était quelque peu déformée. Et en fait, on apprend que ce personnage voulait avoir un démon comme les humains, qu'il voulait être un peu l'égal des humains en quelque sorte, et ça aussi ça apporte une touche un petit peu humanisante à ce personnage, parce qu'il a envie un petit peu d'être l'égal des hommes, d'avoir un démon et de pouvoir un petit peu prétendre au même niveau hiérarchique que les humains. Ça me fait un peu penser au parallèle du livre de la jungle où on avait le roi Louis le singe qui voulait devenir un homme et qui demande à Mowgli comment devenir un homme. Ben là c'est un peu pareil, j'ai l'impression que c'est une espèce d'anthropomorphisme où le personnage cherche à obtenir quelque chose auprès de Lyra. Déjà il obtient une place dans le chapitre du Magisterium grâce à Mrs. Coulter, donc il était très content là-dessus. C'était le premier ours même à être nommé auprès du Magisterium, et là il apprend qu'il a la possibilité d'avoir un démon, alors sur une fourberie de Lyra, et ça lui donne un côté un petit peu, si je puis dire, humain en quelque sorte, parce qu'il a envie de quitter cette bestialité des ours pour se rapprocher un petit peu du clan des humains, qui au final, comme on l'a vu dans les précédents épisodes, ne sont pas si différents des animaux en quelque sorte, hein, car ils ont eux aussi leurs défauts ancrés bien profondément dans leur être. Et là aussi, en opposition au film, ça permet de renforcer le côté sérieux de cette série qui veut se placer vraiment comme une adaptation fidèle au livre. Et l'opposition, elle est matérialisée comment? Lors de l'affrontement entre Iorek Byrnison et Iofur Ragnarsson. J'ai réussi à le dire sans me tromper. Un combat qui était vraiment lourd, et ça c'était bien de montrer cet aspect lourd entre les deux animaux, l'un pour récupérer son trône usurpé et l'autre pour le garder à des fins malveillantes. Donc là, un affrontement que j'ai vraiment attendu de pied ferme et qui ne m'a pas du tout déçu. Au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait de la tension, qu'il y avait vraiment une émotion certaine qui se sortait du combat, et Lyra jouait vraiment très bien là aussi en montrant qu'elle voulait un petit peu aller du côté de Iofur, mais au final qu'elle allait plutôt du côté de Iorek. Donc il y a vraiment toute une histoire de perfidie, et tout ça, ça participe vraiment à montrer que le personnage est en train d'évoluer et qu'il amorce petit à petit son aventure vers l'adolescence. Donc un combat vraiment très bien mis en scène, rien à dire là-dessus. Si j'ai un regret peut-être à dire, c'est que le personnage de Lee Scoresby est vraiment très effacé dans cet épisode malheureusement, mais d'une manière globale j'ai trouvé toute cette intrigue autour du royaume du Nord très prenante, avec la conquête du royaume des ours par Iorek à la fin, qui parvient à terrasser son terrible adversaire Iofur. Et l'épisode se clôture sur l'arrivée de Lyra auprès de son père, Lord Asriel, qui est caché sur son promontoire en train d'observer les étoiles et la poussière qui se matérialise à travers les aurores boréales. Et les retrouvailles ne se passent absolument pas comme je l'avais espéré. Je m'attendais clairement à ce que le personnage lui saute dessus, qu'il soit content de la voir, mais au contraire, il est énervé comme pas possible, et à l'inverse, quand il voit Roger, il est très content, et c'est là que tu te dis « Ah, il a un intérêt pour Roger ». Et là, de suite, je me suis dit « Il y a quelque chose qui va pas », et le personnage est très distant dès la fin d'épisode, et on sent que les retrouvailles ne vont pas se passer forcément comme Lyra les espérait, comme nous les espérions, mais en tout cas ça permet de clôturer un épisode 7 vraiment très prenant et réussi du début à la fin. Et je vous disais que le premier temps c'était le royaume des ours, et le deuxième temps c'est quoi? C'est l'histoire de Lord Asriel auprès de Lyra et de Roger dans cet immense observatoire, et on va apprendre pas mal de choses. Alors je m'attendais à apprendre peut-être plus de choses sur la relation entre le personnage et sa fille Lyra, mais au final je trouve que Lord Asriel apporte pas mal de réponses sur ses motivations, en fin d'épisode surtout, mais sur ses recherches, sur pourquoi il a laissé Lyra, pourquoi il s'est fait passer pour son oncle et non son père, sa relation assez compliquée avec Mrs. Coulter, qui nous permet d'en apprendre davantage sur les liens qui unissent ou au contraire délient ces personnages. Donc il y a vraiment une atmosphère très particulière qui ressort de cet épisode. On a l'impression parfois que Lord Asriel va chercher à éviter absolument tout contact avec
avec sa fille, à tel point que je me demandais même s'ils allaient se reparler dans l'épisode, ce qui arrive donc dans une séquence sympathique qui nous permet là aussi d'apporter un peu de tendresse et de relationnel entre les deux personnages qui ne s'étaient pas vus quand même depuis l'épisode 1. Donc là aussi, très important de le souligner, le personnage de Lord Asriel depuis l'épisode 1, il est juste mentionné mais on ne le voit pas. Donc là aussi, ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de voir que le personnage a été vraiment pris par son travail, qu'il en a pratiquement oublié l'existence de Lyra. Et du coup, cette ambiance assez particulière, j'ai trouvé ça très intéressant parce que le personnage joué par McAvoy, qui est très bien et un très bon acteur, eh bien il a un côté assez lunatique, à tel point que je ne sais pas trop comment le prendre. Des fois on a l'impression qu'il va s'énerver, des fois il va presque limite prendre Lyra dans ses bras, des fois il va la rejeter, donc je sais pas trop comment le prendre ce personnage, et j'ai l'impression qu'il met vraiment toujours une espèce de distance avec elle, comme s'il n'avait absolument pas envie de s'impliquer dans sa vie, comme s'il faisait tout pour la rejeter le plus loin possible, parce qu'il n'a pas envie de lui faire du mal, c'est normal, c'est son père. On ne sait pas trop comment comprendre le personnage et comment l'interpréter et comment le saisir, et ça fait vraiment partie du jeu de McAvoy qui est très fort, hein. Quand il jouait dans Split, il jouait plusieurs personnalités, et là j'ai l'impression que ça ressort un peu, c'est-à-dire un personnage qu'on n'arrive pas à cerner et dont on ne comprend pas forcément les objectifs. Et malgré les séquences où il est un peu plus attentionné avec Lyra, il n'a absolument pas envie de lui révéler ses intentions, c'est normal, hein, parce que les intentions, à mon sens, j'ai pas envie de dire qu'elles sont bonnes, elles ont l'air plutôt mauvaises, d'après ce qu'il ressort de la fin de l'épisode, mais je vous avoue que le personnage, il a pris une tournure absolument mais incroyable que je n'avais pas du tout vu venir, et quand on le voit emporter Roger, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et clairement, quand il a fermé la cage, mais alors là, je me suis dit, mais où on va quoi. Je me suis dit ça y est, lui aussi il a pété un câble comme Mrs. Coulter, il a absolument envie de séparer la poussière, sauf qu'en fait c'est là qu'on se rend compte que le personnage est très complexe, à l'inverse de Mrs. Coulter qui voulait séparer dans une histoire un petit peu de purification de l'âme, lui il a vraiment envie de séparer l'enfant de son démon dans une logique un peu purement scientifique, et il le présente d'une manière un peu assez malsaine, dans le sens où c'est dommage que ça tombe sur toi, mais tu dois être sacrifié pour la cause, et la cause c'est quoi? C'est absolument aller voyager dans les autres mondes pour que le Magisterium ne soit pas le premier à fouler le pied sur cette terre. Donc là aussi il y a quelque chose de très particulier qui ressort de ce moment, parce que j'avais l'impression que les personnages donc de Lord Asriel et Mrs. Coulter s'entendaient sur le fait qu'il fallait séparer les enfants de leurs démons, que ce n'était pas forcément une bonne relation, mais qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes objectifs, et c'est ce qui ressort là aussi. Et quand ils se retrouvent à la fin, c'était là aussi très particulier, parce qu'on voyait que les personnages s'unissaient et que les démons aussi un petit peu se retrouvaient. Donc une relation très duale entre les deux personnages qui se détestent, un peu comme un amour interdit. Et là on retrouve un petit peu critique de la religion avec le péché originel, l'amour interdit, l'amour caché entre deux personnes qu'il ne faut absolument pas. Peut-être que c'est le thème qui ressort volontairement ou involontairement du livre, ou alors c'est moi qui me fais trop de métaphores, mais en tout cas j'ai vraiment trouvé cette relation très particulière entre les deux personnages, et j'ai hâte de voir comment elle va évoluer dans la saison 2. Et de fait, lorsqu'il a séparé Roger de son démon, j'étais là aussi très surpris, parce que je m'y attendais clairement pas. Je me rappelais pas que dans le film ça se clôturait ainsi. Cette scène m'a choqué parce que Roger, c'était l'ami de Lyra, c'était son ami d'enfance, celui qu'elle a passé tout son temps à chercher et qu'elle a retrouvé dans l'épisode 6 à Bolvangar. Et là, le fait qu'ils soient séparés si tôt, c'était absolument frustrant, c'était même horrible. En plus la séquence était vraiment glaçante parce que le personnage de McAvoy va très lentement lorsqu'il baisse la guillotine, et la séquence m'a vraiment glacé le sang. En plus on était complètement dans le nord avec la neige et tout, ce qui participait encore plus à cette ambiance glaciale, mais waouh! La séquence comment finir sur un cliffhanger de malade, digne limite du sacrifice de Shiren Baratheon dans Game of Thrones. Ah, là clairement c'est ça, hein. C'était vraiment une séquence déchirante qui m'a vraiment retourné, totalement retourné. Et en parallèle de tout ça, on a l'opposition entre les ours et les troupes du Magisterium qui vont là aussi s'opposer dans une bataille assez rude et bien orchestrée là aussi, avec une opposition clair-obscur, une bataille un petit peu aérienne, terrestre. Donc là aussi un très bon point sur cette bataille finale qui permet de clôturer avec brio cette saison 1. Et cette saison 1 elle se clôture comment? Avec le passage de Lyra dans l'autre monde à travers le portail, et à l'inverse le garçon donc qui était suivi par l'Ordre Boréal qui va traverser du monde actuel vers un autre monde, donc on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont se rencontrer tous les deux dans un troisième univers, ou peut-être qu'ils vont se rencontrer plus tard, ou que le garçon va passer dans le monde de la boussole d'or et Lyra dans le monde du... Voilà, on ne sait pas du tout vraiment où ça va nous mener, et ce final me pose encore plus de questions qu'il n'apporte de réponses, comme le reste de l'épisode. Donc vraiment,
Une conclusion rondement menée pour une saison 1 vraiment très pertinente et réussie du début à la fin, visuellement, artistiquement, scénaristiquement parlante. Et je suis très triste de voir qu'elle n'est pas autant suivie sur internet, qu'elle n'ait pas autant de succès. J'essaye d'être le plus objectif possible et j'espère que vous avez passé du très bon temps à ma compagnie lors de cette analyse des derniers épisodes et même de tous les épisodes de la Boussole d'Or. En attendant, merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir suivi dans ces 4 petites vidéos. J'espère vous en faire d'autres, qui sait, peut-être une analyse de trailer quand j'aurai lu les livres, ou peut-être même une review des livres, je sais pas, j'ai pas encore totalement décidé, mais en tout cas, la Boussole d'Or va être vraiment intégrée dans ma chaîne et je suis très content. Le plaisir va se poursuivre avec la saison 2 qui a d'ailleurs été tournée au mois de novembre, parce que si vous voulez, en fait, l'actrice de Lyra, elle est très jeune et comme le livre 2 est apparemment au niveau de l'espace de temps, il se passe très peu de temps. Il faut pas qu'elle grandisse trop parce que l'actrice elle a 12-13 ans, donc ils ont tourné toutes les séquences rapidement après la saison 1 et c'est pas plus mal. Donc on aura une sortie normalement en fin d'année 2020, j'espère, la saison 2, 8 épisodes là aussi, pourquoi pas, peut-être même plus, qui sait. Très hâte de suivre la suite des aventures de Lyra, Pan, Lord Asriel et compagnie dans le monde incroyable de His Dark Materials. En attendant, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!